Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, retour de lecture, où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, on va parler de 6 comics et sans plus attendre, on va débuter par les deux premiers, parce que je vais en parler en même temps, car ils sont liés. C'est Dracula de Martin Simmons au dessin et James Tynion au scénario, et également L'étrange créature du lac noir vit toujours de Dan Watters et Ram V au scénario et Matthew Roberts au dessin. Donc, ces deux récits font partie du label Universal Monsters, qui fait partie, Universal Monsters, d'un label qui s'appelle Skybound, donc le label de Robert Kirkman chez Image, qui a récupéré les droits de ces personnages pour les adapter en comics, donc au studio Universal. Donc il y a également Frankenstein qui va sortir prochainement, et il travaille également sur l'adaptation de La Momie. Voilà, ces récits qui sont dans l'horrifique, hein, dans des histoires bien connues, soit adaptées au cinéma, venant d'œuvres littéraires. Donc pour le coup, moi je suis pas un fanat, et vous le savez depuis le temps je pense, de récits horrifiques. J'ai pas une forte sensibilité pour ça, mais je me suis laissé tenter, surtout pour les auteurs qui étaient sur ces récits. Donc James Tynion pour Dracula, avec son comparse de Department of Truth, Martin Simmons, et également Ram V sur l'étrange créature du lac noir. Pour le coup, Dracula, moi j'ai jamais vu le premier film, donc adapté du roman de Bram Stoker, réalisé par Todd Browning. Donc le premier, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu le film de Francis Ford Coppola avec Gary Oldman, Keanu Reeves et Winona Ryder. J'en garde pas un souvenir très important. Ça fait longtemps que je l'ai vu, que je ne l'ai pas revu plutôt. Et bien écoutez, ça m'a mis un petit coup de mise à jour sur Dracula, même si l'histoire est assez classique, hein, tout le monde la connaît. Et moi, ce que j'ai apprécié dans ce récit, parce que l'histoire de Dracula, je pense que vous la connaissez plus ou moins, je vais pas trop vous la pitcher, juste en deux, trois lignes, on va rencontrer un personnage qui est lui, qui a un teint très blafard, et toujours avec des insectes autour de lui, je ne sais plus son nom, et qui va être interrogé par un docteur. Et lui va expliquer que il travaille pour le compte du comte Dracula, qui veut dominer le monde, etc. Et puis se repaître, bien sûr, de sang de ses victimes. Donc on va voir le comte Dracula, au fur et à mesure, attaquer ses victimes. On va pas le voir régulièrement, on va le voir vraiment par petites touches. Le récit va vraiment se concentrer sur tous les personnages aux alentours de cette histoire. Mais le comte Dracula, on va le voir que quand il est en action. On va parler de lui, il va être très présent sans être présent. Donc le scénario, il est très classique, pour pas dire moins. J'ai plutôt apprécié, mais c'est vraiment le point fort de ce récit pour moi, c'est les illustrations de Martin Simmons, qui moi je trouve est au sommet de son art. Alors sur Department of Truth, j'étais pas non plus au premier tome, j'ai eu un petit temps d'adaptation à effectuer, parce que c'est vraiment très singulier, très particulier, mais quand on s'y fait, ça va. Et là, je trouve il se bonifie, il est encore meilleur. Et sur cette thématique de Dracula, je trouve qu'il se régale, et il nous régale. Surtout les doubles planches comme ça entre les chapitres, c'est assez exceptionnel. Alors, il y a beaucoup d'inspiration, hein, parce que c'est de la peinture. On sent qu'il y a beaucoup de Dave McKean en lui. euh, et c'est assez appréciable. Donc franchement, c'est une histoire plutôt classique, qui, si vous connaissez le conte Dracula, ne vous apprendra rien. Il n'y a pas une forme de réinvention ou de modification de l'histoire. Il suit l'histoire du film. Alors, il effectue des ellipses, James Tynion Ford. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir un peu plus d'originalité dans le scénario, faire un petit pas de côté. Alors, je ne connais pas les exigences euh, des éditeurs d'Universal, hein, pour l'adaptation de ces licences. Il faut rester vraiment sur l'histoire, où il y a des possibilités
de faire autrement. Mais bon, franchement, c'est un récit que je conseille pour les illustrations. C'est pas une histoire remarquable. Ça m'a pas marqué forcément. Mais c'est plutôt voilà, le dessin que j'ai vraiment apprécié. J'ai pris le temps d'observer très longtemps ces magnifiques dessins. Voilà pour Dracula. Pas quelque chose de vraiment indispensable pour moi, mais après, moi, j'ai pas une sensibilité marquante sur l'horreur ou sur le conte Dracula. Je pense que ça peut plaire à des gens qui sont fanas de ce personnage, du roman et des différents films. Et également de l'horrifique et surtout pour les illustrations. Si on est sensible à ça, à ce type de dessin, bah, écoutez, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Ensuite, bien, l'étrange créature du lac noir vit toujours. Alors moi, j'ai jamais vu ce film. Il y a une sorte d'aura autour de ce film pour certains, parce qu'ils ont vécu l'époque de la sortie au cinéma et surtout de la diffusion sur France 3 à l'époque, où c'était diffusé la première fois en 3D, donc dans les journaux, dans les magazines télé, il y avait des lunettes 3D pour le voir, donc c'était quelque chose d'assez historique et d'assez marquant. Alors, moi, c'est un personnage que je connaissais pas du tout. Alors, peut-être de loin, j'ai dû voir des extraits sur un documentaire, mais je ne connaissais pas du tout. Au premier abord, j'avais l'impression que ça avait un petit côté Swamp Thing. Là, on est sur un personnage qui vit dans l'eau, mi-homme, mi-amphibien, mi-poisson. Et là, on va avoir une histoire qui, au niveau scénario, est un peu plus intéressante que Dracula, j'ai trouvé, avec un peu plus de contenu, un peu plus de choses. Mais au niveau dessin, Mathieu Roberts, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Son trait m'a pas trop accroché. L'histoire est plutôt agréable. On va voir une jeune femme qui s'appelle Marsden, de son nom, et qui a eu le plaisir, ou le déplaisir, plutôt le déplaisir de rencontrer la créature du lac noir là où elle habitait. Et donc elle s'est mise en quête de le retrouver, et donc elle est partie au Costa Rica pour le retrouver. Mais dans une forêt, typiquement, qui est dominée par un criminel qui s'appelle Collier, et qui est une vraie brute. Et qui veut retrouver l'étrange créature du lac noir comme un autre scientifique. Donc il est très convoité. Et on va voir les traumas de la personnage principale. Il y a des choses assez intéressantes. Mais c'est pas non plus très marquant. Voilà, je suis pas très sensible sur ces histoires-là. Je suis peut-être pas le public cible, que ce soit pour Dracula ou cette histoire. Mais au global, sur les débuts d'Universal Monsters chez nous en France, moi je trouve que c'est pas quelque chose qui dénote, c'est pas quelque chose forcément de marquant. Donc voilà, moi je pense pas les relire, mais pour ceux qui sont sensibles à l'horrifique, oui, ça peut être intéressant, mais moi ça m'a pas accroché pour ces deux récits. Ensuite, je vais vous parler d'Avengers Twilight, où là je vais être un peu plus positif. Donc c'est de Chip Zdarsky et Daniel Acuna, c'est sorti chez Panini Comics, donc en 100%. Je crois que c'est 22 € pour 200 pages à peu près. Donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Pour cette histoire, donc on va retrouver nos Avengers, on les voit sur la couverture, sur un récit où on va se retrouver dans un futur proche, où les super-héros n'existent plus comme on les connaît. Alors, suite à un événement majeur qui s'appelle le Jour H, une grande partie des super-héros qu'on connaît de l'univers Marvel n'existent plus, et d'autres ont perdu leur pouvoir, car ils ont été incriminés, nos super-héros, car il y a eu des dizaines de milliers de morts suite à cette journée affreuse, où il y a eu une lutte très importante entre les Avengers et Ultron, qui avait manipulé Hulk. Donc depuis ce jour, les États-Unis ne sont plus comme auparavant. Il y a eu une politique de restriction des libertés qui a été mise en place pour mettre beaucoup plus de sécurité. On voit des nouveaux Avengers qui ont pris place
donc dans ces États-Unis futuristes, on va voir un président manipulé par un grand mania de la finance qui est désormais le président de Stark Industries, qui n'est rien d'autre que le frère de Jarvis, le majordome de Tony Stark. Et donc il va s'occuper du fils de Tony Stark qui s'appelle James Stark, qui est l'enfant que Iron Man a eu avec la guêpe. Donc c'est vraiment un récit qui, moi je trouve, sort des productions habituelles que Marvel nous propose. On est dans un récit futuriste, mais avec des thématiques plutôt très actuelles. Donc on va voir également la place des médias, qui sont dominés par tous les médias par ce richissime milliardaire qui a le pouvoir de Stark, par ce richissime milliardaire. On va voir que c'est du pain et des jeux pour la population qui sont vus comme des moutons. Ils n'ont même pas le droit de filmer sur la voie publique. Donc il y a beaucoup d'inspiration, que ce soit Kingdom Come d'Alex Ross et Mark Waid. On va avoir également un peu de Catwoman Lonely City, un récit dont je vous avais déjà parlé sur cette surveillance de masse, du The Boys. Voilà, tous ces récits d'anticipation qui parlent du Big Brother, de la surveillance de masse et de la restriction des libertés. Et donc ça va être quelque chose d'assez intéressant à voir. Et puis on va voir l'autre pan de l'histoire, c'est les anciens Avengers, que sont-ils devenus? Et en particulier, on va suivre Captain America, donc Steve Rogers, vieillissant, et qui lui, suite à une nouvelle qu'il voit à la télévision, il va voir qu'on va revisiter l'histoire de Crâne Rouge en indiquant qu'il n'était pas forcément un être malfaisant et qu'il avait tenté de mettre fin au jour d'Hitler. Donc une sorte de réécriture de l'histoire post-vérité, et voilà, que la vérité n'existe plus, que le mensonge est hyper présent sur tous les domaines. Et ça, Captain America, ça va lui faire péter un plomb, et il va vouloir vraiment faire quelque chose pour faire bouger les lignes. Et pour le coup, il va rencontrer notre ami Luke Cage, vieillissant également. On va voir Matt Murdock, vieillissant aussi. Donc tous ces héros vont essayer de trouver des solutions. Et donc il va repartir pour un tour, Captain America. Il va reprendre du super sérum et il va essayer de remonter une équipe d'Avengers pour lutter contre, en particulier, ce personnage qui s'appelle James Stark, qui est dominé par Monsieur Jarvis. Voilà, histoire très prenante, beaucoup d'action, beaucoup de réflexion aussi, sujet très original, franchement ça fait le café. C'est pour moi l'un des meilleurs récits Marvel de cette année, donc moi je peux vous le recommander sans hésiter, ce récit. Si vous voulez avoir une bonne dose de Marvel, revisitez, et beaucoup de questionnements intéressants, c'est vraiment top comme récit. Voilà, Avengers Twilight chez Panini Comics. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Ensuite, je vais vous parler du lauréat de l'Eisner Award 2023 pour le meilleur récit complet. C'est Somna de Becky Cloonan et Tula Lotté, donc chez Delcourt, qui récupère les droits de distillerie. Donc c'est un label qui est assez récent aux États-Unis et qui permet aux auteurs d'être actionnaires dans ce label. Et également, voilà, c'est du creator owned, donc ça veut dire qu'ils récupèrent la majorité des bénéfices, une grande partie des bénéfices de l'ouvrage. Donc, comparé au Big Two. Et donc là, c'est le premier récit que Delcourt sort chez Distillery. Donc Delcourt a aussi une partie prenante dans Distillery parce qu'ils sont actionnaires. Et donc il y a un accord pour éditer ces récits chez nous. Et donc Somna, qui est rien de moins que l'Eisner Award, moi j'ai été intéressé de le découvrir parce que Eisner oblige, on a envie de voir ce que c'est, et puis de voir un petit peu ce que vaut Distillery. Donc déjà au niveau de l'édition, on voit qu'il y a un effort apporté particulier, c'est que on est dans un format qu'on pourrait comparer au Black Label chez Urban.
On a un signet, un dos arrondi, on a également une couverture wraparound. Voilà, pas mal de choses intéressantes sur l'édition, et ça permet à Delcourt, voilà, de sortir des objets qui sortent un peu de leur charte habituelle. Et bah, écoutez, c'est vachement agréable en main. Donc Delcourt, ils sont habitués quand même pour avoir des éditions soignées. Et là, je trouve, c'est encore mieux que d'habitude. Voilà. Donc, ben, ce récit, il est assez sensible, je veux dire, pour YouTube, parce que ça va parler de thématiques qui pourraient faire striker la vidéo. Donc, je vais essayer d'être au niveau des illustrations, de choisir bien mes illustrations. Mais en gros, on est dans une époque où on est au XVIIe, XVIIIe siècle. On n'a pas vraiment de date. On n'a pas non plus la zone géographique titrée, mais on pourrait se dire que c'est dans un pays de Grande-Bretagne. Et c'est dans une époque où il y avait une sorte de chasse aux sorcières. Des femmes étaient brûlées pour, euh, pour ce qu'on dirait de la magie noire, mais souvent ce n'était pas ça. C'était des choses qu'on interprétait comme de la magie ou de la dévotion aux démons. Et donc ça va parler de ça. Et ça va parler de ça sous le prisme d'une jeune femme, j'ai oublié son nom d'ailleurs, qui vit donc toutes les nuits des rêves ou des cauchemars, selon, qui fait d'elle bah, une femme qui a des plaisirs solitaires durant ses rêves. Elle voit dans ses rêves une forme d'apparition masculine qui a envie de lui faire plaisir. Et donc au début, elle, voilà, elle n'est pas à l'aise avec ça, mais puis elle se laisse aller petit à petit. Son mari va se poser des questions, si elle a un problème, si elle a des soucis, car elle fait régulièrement ce type de cauchemar ou rêve. Ce qui est intéressant graphiquement, c'est que ça va être dessiné et écrit à quatre mains. Donc on va avoir des dessins dans le monde réel, dans le monde éveillé, et également des dessins lorsqu'elle s'endort. Donc graphiquement, c'est assez sublime. J'ai plus une préférence sur les scènes où elle s'endort. Je trouve ça un peu plus beau. Alors je ne sais pas si c'est Becky Cloonan ou Tula Lotte qui officie sur ces pages-là. Voilà, donc il y a toute une réflexion sur cette période historique, sur la criminalisation du plaisir féminin, qui était mal vue par une certaine frange de la religion, qui était hyper présente à l'époque le christianisme. Donc il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. J'ai trouvé le récit plutôt agréable. Alors, c'est un récit où je peux comprendre pourquoi c'est un Eisner Awards, parce que je pense que les Eisner Awards, au-delà de la qualité des récits, c'est également les thématiques qui sont mises en avant, des thématiques qui peuvent être d'actualité, et c'est la place de la femme. Donc voilà, un récit plutôt intéressant pour ses thématiques et pour son illustration. Il y a un côté quand même assez thriller, parce qu'il y a pas mal de twists dans l'histoire. Donc plutôt agréable, c'est pas non plus quelque chose que j'ai adoré, mais j'ai passé un bon moment de lecture, et puis sur un sujet qui est assez original. Mais c'est pas non plus quelque chose voilà, qui m'a marqué forcément. Mais très bon moment de lecture avec ce Somna chez Delcourt. Ensuite, on va passer à Cosmic Detective de Jeff Lemire au scénario, Mankind également, donc c'est écrit quatre mains au scénario, et on va retrouver David Rubin au dessin. Donc là, édité chez Delcourt aussi, et on va avoir une édition très proche de ce qu'est Somna, sans le signer. Donc aussi, voilà, à souligner, un très beau travail d'édition de la part de Delcourt. Et donc Cosmic Detective, c'est une histoire, moi qui m'intriguait, Jeff Lemire au scénario, j'aime bien ce scénariste, à quatre mains avec Mankind, David Rubin, je ne connaissais pas, une histoire de polar futuriste. Ben oui, allons découvrir ça. Et j'ai pas été déçu du tout. C'est assez psychédélique comme histoire.
Déjà, sur la 4e de couverture, pas de résumé, on va avoir cette phrase « Quentin est assassiné, qui met-on sur l'affaire ?» C'est assez mystérieux, hein, mais qui sont ces... qui est la personne qui s'est fait assassiner? Et donc ce mystère va être assez présent tout au long du récit. Moi, je vais pas vous le dire. Je vais essayer de vous le dire. Non, je vais pas vous le dire. Mais ça peut m'échapper. Donc, c'est déjà dédié à Jack Kirby, et je comprends pourquoi. C'est dédié à Jack Kirby, déjà par le dessin de David Robin, qui a un hommage, mais également sur la nature du récit, qui fait référence à des travaux qu'il a eus chez DC. Voilà, gros indice, gros clin d'œil. Et cette histoire va nous présenter un inspecteur privé qui va arriver sur une scène de crime où cette déité, entre guillemets, a été tuée. Donc ce n'est pas un homme, c'est un personnage qui est immortel, selon l'histoire, selon sa nature. Et donc on va partir directement sur cette affaire, et on va voir que ce personnage est dans cet univers. Il est assez fou, il n'y a pas vraiment de... On peut faire ce qu'on veut, il a la possibilité d'avoir des portails, de se déplacer dans des endroits, de faire des sauts dans l'espace, pas dans le temps, mais dans l'espace. Il peut sauter d'un endroit à un endroit. Et c'est une enquête qui est un polar, mais qui est assez dément, qui est assez dingue dans le bon sens du terme, avec des idées assez originales. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, pas mal d'humour aussi. Donc c'est une histoire qui est assez détonnante. J'ai adoré le découpage de David Robin. Au niveau des dessins, il y a de ces planches, mais c'est assez incroyable. Donc moi, j'ai adoré au niveau du graphisme. Et puis l'histoire, écoutez, ça mange pas de pain. C'est vraiment très agréable. On a une histoire un peu déglingo, mais sur un polar qui est bien maîtrisé. Quand on va voir qui est derrière tout ça, qui est cette personne qui a été tuée, qui sont derrière les supérieurs de l'inspecteur, qui sont derrière tout ce qui se passe, c'est peut-être pas une révélation parce qu'on le voit arriver, mais c'est quand même sympa à voir. Donc, ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien, c'est une petite pépite, je l'avais pas vu venir. Donc ça détend bien, et puis ça sort un petit peu des récits un peu prise de tête quelquefois, un peu trop cérébral, je veux dire. Donc agréable surprise, un bon moment de lecture qui est vraiment très appréciable. Et puis David Rubin au dessin, c'est un artiste que je vais suivre parce que il y a pas mal d'idées au niveau de la mise en scène graphique qui sont assez folles. Donc, très bon récit. Et puis, c'est assez fascinant de voir deux scénaristes en même temps, que ce soit Jeff Lemire et Matt Kindt, comment ils se répartissent le travail, d'où viennent les idées. C'est assez intéressant. Et puis, ça en fait ce genre de récits qui sont assez intéressants. Moi, j'ai pris un gros moment, un très bon moment de lecture et beaucoup de plaisir. Voilà pour Cosmic Detective. Et je vais vous parler, pour terminer, deux récits, parce que j'ai fait un petit sondage sur la chaîne YouTube, sur l'onglet communauté. Je vous ai proposé 4 récits. Je vous ai dit quel est le récit que vous aimeriez que je traite dans la prochaine vidéo retour de lecture. Et en grande majorité, vous avez choisi Le Gant de l'Infini, donc chez Marvel, de Jim Starlin au scénario, George Pérez et Ron Lim au dessin. Donc ça, je ne l'ai jamais lu. Alors ça a inspiré énormément, bien sûr, Avengers Endgame, mais je ne l'avais jamais lu auparavant. Il traînait dans ma bibliothèque, dans ma palle. Et puis on m'a recommandé, alors je crois que c'est toi, j'ai des comics, je te salue, de lire d'abord La Quête de Thanos de Jim Starlin et Ron Lim. Donc je l'avais également, et je me suis enchaîné ces 2 ouvrages. Donc je vais commencer par La Quête de Thanos. Donc là, c'est une histoire où on va voir Thanos qui va récupérer toutes les pierres de l'âme, comme il les appelle au début, mais qui sont les pierres d'infinité. Donc, pour finalement séduire la femme qu'il convoite, qui est la mort. Il est amoureux de la mort. Donc, cet personnage qui est là, sur son trône, il veut être son égal à égal, et
et faire un couple. Donc il va récupérer toutes les pierres d'infini. Alors on voit qu'il a quand même un projet caché, hein, voilà, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, Thanos. Et donc il va aller au gré des différents détenteurs de la pierre de l'infini, les récupérer. Soit en utilisant la violence brutale, son intelligence, la manipulation. Donc voilà. Et puis il va réussir son coup, hein. Il va récupérer les 6 pierres d'infinité et avoir le pouvoir d'un dieu. Le pouvoir ultime. Donc c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Moi j'ai pris pas mal de plaisir à découvrir ça. Mais de voir un petit peu toutes les facettes de Thanos, son pur machiavélisme, et puis il a aucun remords quoi, à tuer, à détruire. C'est vraiment une brute. Et étonnamment, on s'y attache. C'est assez bizarre, c'est assez malsain pour le coup, mais non, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir son périple pour récupérer toutes les pierres d'infinité. Donc franchement, ouais, je pense que c'est un bon prologue pour voir un petit peu tout le cheminement qui fait qu'on arrive au crossover, le gant de l'infini. On va voir une multitude de personnages de l'univers Marvel, que ce soit sur la Terre 616 ou également des personnages cosmiques de l'univers Marvel. Donc là, on va voir Thanos au sommet de son pouvoir qui va vouloir modeler l'univers comme il le souhaite. Il en a la possibilité. On va voir qu'il a toujours des difficultés à séduire la mort. On ne sait pas pourquoi. Elle est assez fuyante avec lui. Et là, l'avantage, c'est qu'on va voir Georges Pérez à l'œuvre, au dessin. Et c'est quand même quelque chose, hein, Georges Pérez. Ça fourmille de détails. C'est des planches qui sont assez riches. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis l'histoire, franchement, elle est hyper prenante parce que au départ, on voit cette menace qui est Thanos, et on va voir, comme dans le film Avengers Endgame, quelqu'un qui va alerter la Terre. Alors c'est Hulk qui arrive dans le repère de Doctor Strange dans le film, et là c'est le Silver Surfer qui va arriver dans le repère et qui va expliquer que Thanos a le pouvoir ultime et qu'il faut se défendre car il va détruire toute l'humanité. Il a un projet, hein, c'est de détruire la moitié des êtres humains dans l'univers. Et donc il va le faire. Il va claquer des doigts. On voit très bien la scène. Et ça va être un cataclysme. Et tous les héros de la Terre vont se rassembler. Et on va voir qu'il va y avoir un personnage hyper important dans l'histoire. C'est Adam Warlock, qui était donc le détenteur de la pierre de l'âme. Qui était dans la pierre de l'âme plutôt. Et qui est devenu un personnage réel. Qui a déjà combattu Thanos auparavant et qui va être le leader finalement de cette rébellion, que ce soit avec les héros de la Terre, mais également des héros d'autres planètes, d'autres galaxies, et même des personnages hyper importants, cosmiques, des dieux. On va avoir Galactus, entre autres, Eternity, voilà. Il y a une multitude de personnages, mais c'est assez fluide dans l'histoire. Et ce que j'ai aimé, c'est la progression des enjeux. Et ça devient de plus en plus énorme, cette lutte. Et on voit que Thanos est hyper puissant. Et que c'est assez dur, il y a quand même des conséquences majeures pour les héros Marvel. C'est sans concession, c'est pas des récits qu'on pourrait voir aujourd'hui où un personnage meurt et le lendemain il réapparaît. Alors peut-être aussi dans ce cas-là c'est arrivé, mais franchement, j'ai trouvé que c'était assez couillu comme récit. Euh, et j'ai adoré l'histoire. C'est différent d'Avengers Endgame. Il y a moins peut-être cet impact émotionnel qu'on a eu parce qu'on était attaché à ces personnages pendant 10 ans, Tony Stark en particulier, mais je trouve que ça a beaucoup plus d'ambition. Et c'est plus riche et plus intéressant que le film. Donc j'ai adoré cette histoire, je suis vraiment ravi de l'avoir découvert. Merci à vous. On refera ce type de sondage à l'avenir pour découvrir peut-être des classiques, parce que là c'est vraiment un classique, je trouve, chez Marvel. C'est un récit que j'aurais plaisir à relire de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait des suites. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Est-ce que ça vaut le coup d'enchaîner avec les suites du Gant de l'Infini?
Voilà, à vous de me dire. Voilà pour mon retour de lecture. Donc c'est le dernier retour de lecture en quelque sorte de cette année. Je ne vais pas vous en proposer d'autres. Il y aura d'autres vidéos, une vidéo Chronicles, où je vais revenir sur un personnage qui court vite, et également le top de l'année, le top 2024. Alors je réfléchis à comment je vais le faire cette année, parce que pour tout vous avouer, le top 10 il est tellement restrictif pour moi, parce que j'ai eu plus de 10 excellentes lectures cette année. Donc j'avais pensé à un top 20, donc à voir, ou bien je fais un top 10 mais avec une dizaine de mentions honorables. À vous de me dire ce qui vous intéresse le plus, parce que c'est difficile à un moment donné de classer des ouvrages. Les classements sont difficiles, mais voilà, c'est pour ça que je cible plutôt les mentions honorables. Et à ce titre-là, mais je vous propose de... Alors l'année n'est pas finie, mais quand même, il est bien entamé. En décembre, on aura très peu de sorties. Mais si vous voulez faire un top 5 de vos lectures de cette année, alors moi, mon top 2024, il y a des règles. Hein. Il y a les règles que ce soit des récits inédits, donc pas de réédition, qui soient sortis durant l'année 2024, donc des récits inédits. Donc on peut tout à fait mettre une série en cours, donc un run en cours, ou des séries terminées, ou des séries débutées. Donc il n'y a pas vraiment de limite sur les séries, tant qu'il y a un tome qui est sorti durant l'année 2024, mais pour ce qui est récit complet, one shot, c'est des sorties de récits inédits durant l'année 2024. Donc si vous voulez vous prêter à l'exercice, faire un top 5, et moi je pourrais faire pour ma vidéo top 2024, un petit classement du public en récupérant toutes vos réponses et en faisant un classement. Alors, avant cela, avant de nous quitter, je vous fais faire quand même un petit bilan de mon retour de lecture. Donc, récit marquant. Pour moi, il va y avoir Avengers Twilight, qui pour moi fait partie du meilleur récit Marvel, pour moi, ce que j'ai lu en 2024. Chip Zdarsky au top de sa forme. Alors il est un petit peu... moi j'aime beaucoup Chip Zdarsky, mais il est un petit peu comme Tom King. Il y a des récits où j'adhère et d'autres où j'adhère pas du tout. Sur New Burn, sur Public Domain, même sur une grande partie de son Daredevil, il est au top. Et là je le retrouve complètement dans ce récit-là. Ce what if futuriste, orwellien, hyper efficace. Daniel Acuna au dessin, je connaissais pas. C'est plutôt pas mal. C'est pas le point fort du récit, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande franchement. Avengers Twilight, si vous êtes comme moi, Marvel vous tente pas trop ces derniers mois ou dernières années, mais franchement, là ils tiennent quelque chose avec Avengers Twilight. Ensuite, Cosmic Detective de Jeff Lemire au scénario et Mankind et David Rubin. Mais super surprise. Psychédélique, des idées folles, la narration graphique de David Rubin, le découpage, la mise en scène, mais c'est vraiment au top. C'est assez fandard, c'est assez délire. Moi j'ai passé un très bon moment. Et puis pour terminer, Le Gant de l'Infini, un classique à découvrir, que j'ai découvert et que je redécouvrirai avec le temps parce que j'ai passé un très bon moment de lecture et merci encore de me l'avoir fait découvrir. Le Gant de l'Infini, donc de Jim Starlin, George Pérez et Ron Lim. Voilà pour ce retour de lecture, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces récits, ce que vous en avez pensé, et également si l'un d'entre eux vous intéresse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt, salut!